Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît, TV5 Monde, Francis Laloupeau, Africa numéro 1, et puis Barthélémy Kwame d'ActuRoute Info. On évoquera Barthélémy à la fin de cette émission, une manifestation commune de votre publication avec la Banque africaine de développement. Ce sera en mai prochain en Zambie. Autour de 3 sujets cette semaine, donc sont débattus 3 sujets. En Centrafrique, la prise de fonction du président Faustin Archange Touadéra. En Angola, 17 opposants au régime antédiluvien d'Eduardo dos Santos condamnés à des peines de prison ferme. Et puis le Congo-Brazzaville, encore sous tension post-électorale après la réélection de Denis Sassou Nguesso à la tête du pays. D'abord, l'investiture du nouveau chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, un sujet résumé par Antoine Delpierre de TV5 Monde. Le 21e coup de canon vient d'être tiré. Dans le grand stade de Bangui, la Centrafrique a ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Plusieurs chefs d'État comme le Congolais Denis Sassou Nguesso et des délégations des principaux partenaires de Bangui sont venus assister à ce moment solennel. Main droite levée et main gauche posée sur la constitution centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a prêté serment. Officiellement investi, le nouveau président s'est vu remettre les insignes de chef d'État. Puis après Catherine Samba-Panza, la présidente de la transition, à son tour, il a pris la parole. Cette consécration est la vôtre. Cette investiture est votre victoire. La victoire du peuple centrafricain. D'un naturel effacé et modeste, le nouveau président va devoir désormais s'imposer. Touadéra prend les rênes d'un pays en ruine, profondément divisé après 3 années de violence intercommunautaire. Pour financer l'État et assurer la sécurité du pays, le nouveau président sera aussi largement dépendant de la communauté internationale. Alors que la MINUSCA, la force de l'ONU en Centrafrique, devrait être renforcée, la France a annoncé ce mercredi son intention de mettre fin à son opération militaire Sangaris en 2016 et de retirer progressivement ses soldats. Voilà, Faustin Touadéra est donc depuis mercredi à la barre de la Centrafrique, le 3e chef de l'État démocratiquement élu depuis l'indépendance du pays il y a 50 ans. Depuis 50 ans, il y a eu 6 chefs d'État. Beaucoup sont venus au pouvoir par des coups d'État. Pierre Benoît, avant d'évoquer les défis qui attendent le nouveau président, d'abord un commentaire sur ces nouvelles allégations de violences sexuelles mettant en cause des soldats français de Sangaris ainsi que des casques bleus africains sous bannière de l'ONU, donc en Centrafrique, Pierre. Oui, alors le commentaire, il est très simple. D'un côté, vous avez ces images, on a l'impression que le pays tourne la page, un grand ouf de soulagement. Et puis de l'autre, ces allégations, parce que c'est pas encore prouvé, l'enquête le démontrera. Donc, nouvelle affaire de pédophilie sur les forces internationales, les casques bleus, qui sont les casques de la honte, quelque part, par rapport à ce qui s'est déjà passé à plusieurs reprises en Centrafrique. Et au moment où, justement, on annonce la fin de l'opération Sangaris, qui implique donc allégation aussi des soldats français, pas simplement des Gabonais ou des Congolais de RDC. Donc c'est un souci, ça pose le problème de la nature du recrutement des contingents des forces internationales des Nations Unies, bien entendu, mais aussi finalement la moralisation de l'action internationale sur le continent africain comme sur d'autres continents. Il y a eu des problèmes de casque bleu, on s'en souvient, avec le contingent installé en Haïti. Barthélémy, un mot rapidement sur ces allégations. La France va ouvrir une enquête, a annoncé le ministre de la Défense jeudi. Oui, je pense que, comme Pierre l'a dit, il faut une moralisation au départ dans le recrutement. Et ça, c'est un devoir que chaque pays contributeur de troupes doit se donner. Oui, Francis, on a vu que la mission de l'ONU en Centrafrique avait pris des mesures assez fermes. Et tout le contingent de RDC avait été renvoyé à la suite d'allégations, justement, de viol et de pédophilie.
tout le contingent avait été envoyé parce que le principe en fait de l'ONU à l'égard des casques bleus, c'est tolérance zéro pour ce genre d'action et pour d'autres dès qu'il y a une infraction aux règles de l'ONU en général, l'ONU est assez ferme en matière de sanctions. La question c'est qu'on n'a plus affaire à des cas isolés, on a une multiplication de cas, ça devient, je dirais, presque une sorte d'épidémie comme ça qui est en train de traverser aussi bien les forces de l'ONU, la MINUSCA, que Sangaris. Et là, ça devient effectivement inquiétant. Je pense qu'il faut peut-être... C'est vrai qu'il faut moraliser l'action internationale. Il faut peut-être faire une mise à plat pour redéfinir, je dirais, les conditions de recrutement, comme disait Pierre Benoît, et imposer, je dirais, une charte morale de plus en plus rigoureuse, de plus en plus ferme et drastique pour ceux qui sont recrutés pour, évidemment, représenter l'ONU sur... Et poursuivre et juger les coupables aussi. Les cas de conflit et juger les coupables. Tolérance zéro, sanctions. Et évidemment, il faut que l'ONU soit de ce point de vue-là aussi, je veux dire, impitoyable, parce que ces soldats ont un devoir d'exemplarité beaucoup plus important d'ailleurs que d'autres, puisqu'ils représentent la communauté, j'allais dire, la conscience internationale. Voilà, Pierre Benoît, on en vient donc à ces défis qu'attendent le président Touadéra, nouveau chef de l'État centrafricain. Alors parmi ces défis, justement, il y a le défi sécuritaire. Ce pays est sans armée, la force Sangaris va bientôt partir. Il restera la force de l'ONU, donc pour désarmer notamment ces milices qui continuent à circuler. Absolument, Hassan. Désarmement, démobilisation, c'est la toute première condition pour poser sur la table le problème de la sécurité. Et c'est un peu comme les anneaux des Jeux Olympiques, hein, et tout s'enchaîne. Il faut d'abord que les milices soient désarmées et démobilisées pour que les populations puissent se réconcilier finalement. Parce qu'il faut quand même dire, on l'a bien vu à travers ces images, le peuple centrafricain a besoin de paix. Il est là des affrontements. Et les chefs de guerre, s'ils ne sont pas désarmés, si leurs troupes ne sont pas désarmées, eh bien, ils continueront à avoir, j'espère, ce que je pourrais appeler une espèce de prise d'otage morale, physique, intellectuelle, d'intimidation sur les populations. Donc il faut absolument que le désarmement se fasse, ainsi que la démobilisation. Parce que derrière, ça ne pourra pas suivre. La neutralisation des milices, Barthélemy, fera sans doute reculer la peur et permettra peut-être le retour des quelques 900 000 déplacés, réfugiés, chassés donc au cours de ces 3 années de crise en Centrafrique, chassés de leur foyer. Ouais, je pense qu'il faut désarmer les milices, mais il ne faudrait pas que ce soit une action isolée. En Côte d'Ivoire, on a connu un cas un peu similaire, et il y a une expression qui était bien en vogue à un moment donné, c'est la concomitance. Je pense qu'il faut faire toutes ces actions de façon concomitante. C'est-à-dire, pendant qu'on gère l'aspect sécuritaire, j'allais dire direct, il faut aussi gérer d'autres aspects de la réconciliation. Donc le président élu doit pouvoir avoir un discours d'ouverture vis-à-vis non seulement des candidats qui ont perdu à l'élection, mais aussi ceux qui n'ont pas pu être candidats, tous ceux qui regardent la scène de loin, qu'ils soient sur Bangui, qu'ils soient en Centrafrique ou hors du pays. Il faut qu'il ait une politique d'ouverture vis-à-vis de tout ce monde et qu'il puisse aussi favoriser une certaine liberté d'expression. Je pense que ça va ramener la confiance en ce moment-là. Le désarmement des milices et autres groupes armés pourra se faire plus aisément. Donc la réconciliation politique également. Alors à propos, Francis, du défi sécuritaire, voilà, la Centrafrique est sans armée et on a l'impression qu'il faudra beaucoup de temps pour avoir des forces nationales dignes de ce nom. Oui, parce que le défi sécuritaire est multidimensionnel en Centrafrique. Il s'agit effectivement de restaurer une armée nationale, mais il s'agit aussi d'engager un dialogue avec tous ces groupes armés, parce qu'il ne s'agit pas seulement de milices qui, évidemment, sillonnent Bangui. Il y a une partie du pays aujourd'hui, le nord notamment, occupée encore par la Séléka. Et la Séléka qui s'est habituée à gérer un territoire, à y imposer son autorité et en tirer aussi des prébendes et des bénéfices, des avantages matériels. Vous le savez très bien. Alors évidemment, il faudra que le nouveau chef de l'État centrafricain puisse avoir l'autorité nécessaire pour engager un dialogue avec ces milices. Moi, j'ai parlé il y a quelques jours avec un des représentants de la Séléka qui m'a dit nous n'avons pas reconnu l'autorité de la
transition, parce que nous avions été trompés, puisqu'il était question que nous participions à la gestion des affaires. Est-ce que désormais on va nous associer à la gestion des affaires? Est-ce que M. Touadéra va appliquer une politique de la main tendue vers les groupes armés? Ça veut dire que les groupes armés posent aussi déjà des conditions. Alors qu'on pourrait imaginer à la limite qu'une fois qu'un président est élu et qu'il jouit d'une légitimité pleine, qu'il impose son autorité à des groupes armés et qu'on arrive, et ce serait d'ailleurs la meilleure formule, à une démobilisation volontaire des groupes armés. Ce serait évidemment le cas de figure idéal, mais on en est encore loin. Et c'est vrai que pour être chef d'État aujourd'hui en Centrafrique, pour être président de la République, ça relève du sacerdoce. Hein. Voilà, oui, Pierre. Je rebondis sur ce que dit Francis, parce que c'est vrai que la Séléka contrôle une partie du trafic des diamants, par exemple. Donc il y a un pouvoir économique, un pouvoir sur des populations. Et donc la question, c'est pas une question juste des mobilisations, comme ça on lance un slogan, etc. C'est d'abord une question de quels seront les acteurs de cette réconciliation. Je pense par exemple, et on l'a vu dans les moments les plus tragiques de la crise, je pense que les chefs religieux peuvent jouer un rôle. Il ne faut surtout pas qu'on impose un schéma préétabli de réconciliation au peuple centrafricain. Dire il faut faire comme en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire c'est quand même relativement inachevé la réconciliation. Ou alors comme en Afrique du Sud avec la commission qui avait été dirigée par Monseigneur Tutu. Il n'y a pas de schéma. Il faut que la société civile prenne en charge la question avec l'appui du pouvoir politique. Et là, c'est la deuxième chose qu'il faut dire. Quel sera le Premier ministre du nouveau président Touadéra? Comment il va composer les élections législatives? Quelle marge de manœuvre il aura? C'est toute la question. Malheureusement, le temps presse. On est obligé de passer à notre deuxième sujet, l'Angola où 17 jeunes opposants viennent de se voir infliger des peines de prison allant de 2 à 8 ans de prison. Alors parmi ces 17 condamnés, Pierre Benoît, figure le célèbre rappeur Alouati Berrao. Il est aussi de nationalité portugaise, ce jeune homme. Il a écopé de 5 ans ferme pour rébellion contre le président Dos Santos. La peine la plus lourde de 8 ans ferme a été infligée au journaliste et philosophe Domingos da Cruz pour tentative de coup d'État là aussi. Bref, Amnesty International, comme d'autres organisations internationales, voit dans ce procès, commencé en novembre dernier, procès au long cours, un affront à la justice, oui, rien que ça. Ils ont bien raison. Tout simplement, c'est le marteau contre les fourmis. Alors, on voit bien que dans ce procès, qui est finalement tellement caricatural que c'est l'émergence véritablement de gens qui viennent de la société civile, un peu comme le ballet citoyen, burkinabé, etc. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe en Angola. On en parle très peu, y compris dans cette émission RFI TV5 Monde. On parle rarement de ce pays complètement bloqué avec un régime 37 ans au pouvoir pour Dos Santos, record absolu sur le continent. Donc, c'est vrai que ces gamins, et finalement, ils expriment quelque chose. Ils n'ont connu que Dos Santos. Ils ont entre 20 et 30 ans. Ils veulent autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, ils en prennent tellement fort que ça risque bien de se retourner contre le régime, quoi. Et c'est pas la première fois. En 2012, déjà, lors des élections législatives, on avait vu un mouvement de jeunesse étouffé dans l'œuf, une fois de plus, par le pouvoir, par la répression, des arrestations. Moi, je me pose souvent la question sur cette situation qui n'est pas quand même seulement propre à l'Angola. Vous savez, en Afrique, il se trouve une situation où on a des chefs d'État ou des pouvoirs qui pensent que, bon, une fois qu'ils ont eu le pouvoir, ils peuvent s'éterniser, ils peuvent rester là quand ils le veulent. Et puis, de l'autre côté, on a l'opposition aussi qui veut prendre le pouvoir dès maintenant et, si vous voulez, un peu par tous les moyens. Et cela crée un choc. Enfin là, les jeunes, c'était quand même un mouvement pacifique. Oui, Ils n'ont pas appelé à l'insurrection, ils n'ont pas pris des armes. Oui, on le dit très souvent, un mouvement pacifique, mais je pense que dans nos jeunes démocraties en Afrique, il y a quand même des lois. Les lois peuvent être mauvaises, c'est les hommes qui font les lois et souvent les lois sont mauvaises. Mais je pense que les lois contiennent en elles-mêmes les substances pour les combattre. Et je pense que tous ceux qui œuvrent pour la démocratie en Afrique, qui œuvrent pour le changement, pour l'alternance, devraient pouvoir prendre un peu le chemin des lois. Vous voyez des gens qui disent de façon systématique, non, on ne participe pas aux élections parce qu'en y participant, on va légitimer. Mais il y a des fois où des gens se croyaient invincibles, croyaient avoir gagné l'élection d'avance et au finish, ils perdent. Et je pense qu'il faut amener les pouvoirs qui veulent s'éterniser à un ballotage de sorte que
ils comprennent qu'ils ne peuvent pas rester là pendant longtemps. Oui, mais alors, d'abord, le respect des lois, Francis, le ballotage. Déjà, Amnesty International donc, nous parle d'un affront à la justice. Ça veut dire que même ceux qui dirigent ne respectent pas forcément la loi. D'autre part, on sait très bien que souvent les élections sont truquées et que l'alternance... Sauf au Bénin. Sauf au Bénin, peut-être. Bon, bref, donc voilà. Alors, il faut quoi? Il faut se résigner à accepter ces situations? Il ne faut surtout pas se résigner, il faut surtout regarder les régimes pour ce qu'ils sont. Parce qu'il y a quand même une forme d'indulgence depuis quelques années à l'égard du régime angolais. Aujourd'hui, est devenu le meilleur allié des États-Unis. Les États-Unis qui ont quand même combattu, je dirais, ce régime d'obédience communiste pendant longtemps. On voit bien que la guerre froide est terminée et que bon, les alliances ont été révisées depuis 25 ans. Et que Savimbi est mort en 2002. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, avec l'aide des Américains. Et un régime très courtisé par la France, évidemment, qui en a fait depuis quelques années un de ses meilleurs partenaires économiques sur le continent africain. Voilà, donc on ferme les yeux sur ce qui, en fait, relève de scandales majeurs sur le pays. Ces jeunes qui ont été condamnés, il faut quand même se souvenir de l'origine de cette affaire. Ce sont des jeunes qui se sont réunis un soir pour lire un ouvrage ensemble, le commenter ensemble, faire une bonne blague, un ouvrage qui porte essentiellement sur la résistance civile, sur la non-violence. Et c'est vrai que l'ouvrage s'intitule, alors je vais vous le lire, « Outils pour détruire un dictateur et éviter une nouvelle dictature, philosophie politique de libération de l'Angola ». Ouais. Bon, jusque-là, tout va bien. On dirait un canular d'étudiants. Exactement. Alors, exactement. Et on arrête ces jeunes et on les accuse de tentative de coup d'État et d'agression contre le chef de l'État. Vous avez parlé d'un régime antédiluvien. Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Parce qu'on oublie qu'on a affaire à un régime préhistorique, avec des pratiques archaïques, que c'est une enclave totalitaire en Afrique centrale, que c'est un régime, un des rares régimes avec des pratiques de parti unique, c'est-à-dire quelque chose qui appartient désormais à un passé. Quand vous voyez le gap qu'il y a entre un pays comme l'Angola et le Nigeria, ou encore le Bénin, du point de vue, en tout cas, je dirais, des mœurs politiques, on se pose quand même la question. Voilà. C'est à l'aune, je dirais, de cette réalité qu'il faut apprécier ce procès, qui n'est autre qu'un procès politique d'un autre âge. Et les jeunes se dressent, Pierre Benoît, parce qu'il y a une injustice flagrante. La majorité des Angolais vivent dans la pauvreté, or ce pays est très riche, et souvent on nous bassine à la une de la presse internationale. Isabel Dos Santos, la fille du président, on la présente souvent régulièrement dans le hit-parade des milliardaires africains, mais on se demande rarement d'où vient cet argent. Oui, alors il y a un petit côté néo-soviétique. Hein. Je pense que c'est une nomenclatura. Voilà, c'est une nomenclatura qui a donc un ancien parti unique marxiste qui devient finalement, qui fonctionne sur le népotisme et qui s'enrichit sur la rente pétrolière. Et le problème de l'Angola, c'est un peu ce qu'on connaît en Algérie, c'est que la rente pétrolière est très inégalement répartie sur la population, d'où des inégalités invraisemblables et ce système népotique. Et donc, on dirait l'époque Helsinki, hein, après la chute du communisme en Russie. Et voilà, donc tout ça, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a pas d'espoir pour cette jeunesse. Et cette jeunesse qui n'a connu que le régime, quoi. Un dernier mot, Barthélémy, rapidement. La question que je veux poser, mais que fait l'opposition en Angola? Est-ce qu'elle existe? Non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle est étouffée, cette opposition. Elle n'est pas tolérée. Voilà, que fait-elle face à des jeunes qui sont allés lire juste un livre et qui sont condamnés à de lourdes peines? Non, je pense qu'il faut réorganiser les choses et il faut repartir à zéro. Ça ressemble à quelque chose de très long, mais il faut qu'en Afrique, on apprenne à s'organiser. Parce que, je le dis encore une fois, les pouvoirs sont très souvent totalitaires, mais les oppositions aussi sont dans une stratégie qui souvent ne laisse pas le choix. Oui, mais souvent cette opposition est quand même réprimée, emprisonnée. Oui, ce n'est pas normal. Oui, donc, elle peut être réprimée, emprisonnée, mais je pense que si l'opposition montre un meilleur visage, le peuple sera choisi. Voilà. Bien, Afrique Presse sur RFI TV5 Monde, on en vient aux tensions post-électorales au Congo-Brazzaville. Là aussi, plusieurs opposants à Denis Sassou Nguesso avaient appelé à une journée ville morte mardi pour protester contre sa réélection controversée donc, de ce président sortant. On regarde le sujet résumé par Mélissa Chemam de TV5 Monde. Brazzaville, à l'image du pays, est divisée en deux ce mardi. Ici, au sud de la ville, aux alentours du grand marché Total, les rues sont vides. Aujourd'hui, tout est mort. Même le marché ne fonctionne même pas. Et la circulation, pareil. Donc là, je reviens même de la maison pour voir tout
Je ne suis même pas parti au boulot à cause de ça. Tout est intact, voyons, poto-poto, Mika, lui, il y a même l'ambiance à poto-poto, les gens en train de fêter, tout le monde travaille, tout le monde sont intacts dans leur bureau. Mais je descends de Bakongo, j'arrive vers Total, je ne sais pas comment expliquer ça. Presque toutes les boutiques n'ont pas vendu, le marché n'a pas vendu, c'est ça qui me paraît un peu étrange. Plus au nord, les commerces sont restés ouverts, peu réceptifs au mot d'ordre de l'opposition appelant à organiser cette ville morte. Beaucoup de commerçants disent craindre pour leurs affaires et ne pas vouloir se mêler de politique. Non, nous on ne s'occupe pas de ça parce que nous avons besoin de la paix. Et on a trouvé que nous devons venir vendre pour avoir de l'argent. Si on reste à la maison, on ne peut pas gagner quelque chose. Nous devons vendre pour nous occuper de nos familles. Quand on a de l'argent, on s'occupe de nos parents, des enfants, pour régler les problèmes de la famille. Les autorités ont fait savoir qu'elles considéraient que l'appel de l'opposition a donc échoué. Mais les rues de la capitale montrent bien que la population reste divisée face à la nouvelle de la réélection de Denis Sassou Nguesso. Voilà, manifestement, Pierre Benoît, cette opération ville morte à l'appel de l'opposition congolaise n'a pas eu le succès escompté, comme si les Congolais, là aussi, s'étaient résignés au règne sans fin de Denis Sassou Nguesso. Alors là, vous exagérez, règne sans fin de Sassou Nguesso. Un long fleuve comme le Congo, un règne long comme le fleuve Congo. Oui, le fleuve ne bougera pas, mais peut-être que le régime peut évoluer. Alors, donc, c'est vrai que quelle que soit la nature du résultat, et les chiffres qui sont contestés, bien entendu, il y a des partisans de Sassou Nguesso. Il y a un parti qui fonctionne, qui a une base électorale, etc. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu dans cette journée ville morte? Finalement, les divisions habituelles du pays, aussi bien à Brazza qu'à Pointe-Noire, avec donc voilà, entre le nord et le sud, etc. Donc, ce qu'il faut voir, c'est la difficulté que cette nouvelle situation, cette nouvelle réélection contestée, bien sûr, du président Sassou Nguesso pose à l'opposition. Elle ne manque pas ni de courage ni d'initiative, elle manque peut-être de capacité à rebondir par rapport à une opinion publique qui peut-être est un peu lasse aussi d'une situation bloquée et que personne ne voit les moyens d'en sortir parce que, bien sûr, et ça il faut le dire dans cette émission, le peuple congolais refuse la violence. Et personne dans l'opposition, même, sauf peut-être dans certains courants, personne ne veut en découdre, bien entendu. Donc, que faire? Ils ont appris à leur dépens. Ils ont appris que la violence ne conduisait à rien, parce que, évidemment... Surtout à des morts. Et la répression a été sévère. Oui, entre 93 et 97. Alors, cela dit, donc, population résignée, mais le pouvoir n'est pas résigné, puisque au moins deux personnalités impliquées dans la campagne électorale du général Mokoko ont été emprisonnés depuis la proclamation des résultats donc, du premier tour et de la victoire de Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de Jean Gouabi puis d'Anatole Limbogo Ngoka, voilà, sous l'accusation de menace à la sécurité nationale. Oui, Barthélémy. Oui, ce sont des accusations qui reviennent très souvent. Surtout les méthodes. Oui, qui reviennent très souvent après des élections. Mais je pense que le Congo, comme Pierre l'a dit, n'a pas envie de violence. Et c'est ce qui est à saluer. Mais en même temps, il faut que le président Sassou et le parti au pouvoir acceptent de discuter, acceptent de s'ouvrir aux opposants et au dialogue. Parce qu'il n'y a que ça qui peut garantir. Et je pense qu'il n'a pas que de mauvais points, le président Sassou Nguesso, parce qu'ils ont connu la guerre civile et je pense que il en était l'un des principaux acteurs. Alors, Francis, Alain Mabankou, l'écrivain congolais, déplore l'absence de réaction de la communauté internationale. En France, le Parti socialiste a réagi pour en appeler à l'Union africaine et à l'Union européenne pour arbitrer ce contentieux électoral. Voilà, donc... Oui, autant le commentaire de Alain Mabankou est tout à fait intéressant quand il dit que cette élection est frappée de petites véroles. Pour le citer. Le commentaire, le communiqué du Parti socialiste français, je dirais, ça n'a pas un impact extraordinaire sur la situation. C'est le service minimum, c'est une espèce de murmure comme ça. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'action de l'opposition, qui a quelque chose de pathétique quand même, parce que l'opposition fait ce qu'elle peut. Cette journée ville morte, évidemment, c'était justement un refus de la violence. C'est la journée ville morte. Nous ne voulons pas de violence, donc nous allons mener une action pacifique.
pouvoir allumer ses contre-feux, notamment à travers les médias officiels, pour évidemment contrer cette journée ville morte. Bon, je crois que quand on a en face de soi surtout un pouvoir qui détient tous les leviers justement du pouvoir, notamment le levier militaire, c'est très difficile évidemment de mener une action, au sein d'une action d'opposition, au-delà de ce que fait cette opposition aujourd'hui, parce que cette opposition finalement s'est soumise depuis plusieurs mois au chronogramme du pouvoir. Imposé par le pouvoir. Peut-être qu'il aurait été plus logique que cette opposition n'aille pas du tout à cette élection. Voilà. Elle y est allée et continue de se battre contre un système auquel d'ailleurs ils ont souvent participé, les opposants, malgré eux parfois, mais tout en le combattant. C'est ça un peu, je dirais le paradoxe congolais. Voilà, c'est la fin de cette émission. Et Barthélémy, avant de nous quitter, un mot à propos de cette première édition des Africa Road Builders, en bon français, les constructeurs de routes africains. Alors, une manifestation prévue en mai prochain et en coopération, en relation avec la Banque africaine de développement. Ça se passera en Zambie. Brièvement. Oui, ça se passera le 25 mai à l'hôtel intercontinental de Lusaka en Zambie. C'est en marge des assemblées annuelles de la BAD. C'est une cérémonie de distinction des bâtisseurs de la route et des transports en Afrique. Voilà, plus d'infos sur www.acturoute avec un s.info. Merci Barthélémy Kwame d'être venu avec nous, Pierre Benoît, merci à vous Francis Laloupeau, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.